This meeting is being recorded. Sortir les gens d'une situation de crise, telle est la mission de notre invité de ce jour. Nous allons parler grandement du passionnant livre qu'il a écrit aux éditions Ballant, intitulé Danger Zone, témoignage d'un professionnel de la gestion de crise, où après avoir retracé son parcours sinueux, il fait état de sa profession de négociateur international où il lève les fantasmes. Né dans les années 70, notre invité effectue son service militaire dans les troupes de marine, successivement puis au COS, où il rejoint également la direction du renseignement militaire, où il apprend le cycle du renseignement. Il quitte ensuite l'armée pour créer sa société de sécurité privée, ce qui nous permettra de faire le focus sur ce marché très spécial. Mais pour l'heure, j'ai le plaisir de recevoir David Ornus. David, bonjour. Bonjour. Alors, tradition oblige aux ondes clandestines, vous allez nous parler de vous, et quoi de mieux pour parler de soi que d'un livre avec lequel vous nous accompagnez, et vous nous accompagnerez tout au long de cette émission, Danger Zone. Danger Zone, ça fait 300 pages, à peu près, et c'est essentiellement autobiographique. Ça se lit comme un roman d'aventure. Ce n'est pas un roman d'aventure, c'est sourcé, c'est très documenté, et on va parler de vous à travers ce livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà la genèse du livre, son titre, et puis nous dire après votre parcours ô combien gargantuesque. Oui, c'est un peu ça, merci. Merci beaucoup pour cette introduction très flatteuse qui me touche. Alors, je vais vous faire rigoler parce que le titre du livre, quand je l'ai montré à mes enfants, ils m'ont dit: «Mais danger zone, personne ne va comprendre». Alors, je leur ai dit: «En fait, c'est un titre qui doit se percevoir en anglais. C'est Danger Zone» et alors Danger Zone, vos auditeurs vont rigoler, Oui. c'est le titre, de la bande originale d'un film qui s'appelait Top Gun. Ah oui, c'est ce que vous, d'ailleurs, les inspirations, en fait, vous viennent aussi des films HBO que vous regardez dans le temps. Bien sûr, en fait, si vous écoutez, la chanson du Top Gun, le nôtre de Top Gun, celui de 1986, je Oui. crois pas qu'il l'ait repris dans la version, dans le nouveau. En fait, on voit bien que Maverick est complètement tout feu tout flamme et que lui, son excitation, c'est de partir à l'aventure et d'avoir de l'adrénaline. Alors, je suis un aventurier, mais je suis pas un casse-cou. C'est ce que je raconte dans le livre. Mais le titre Danger Zone, si vous, lisez les paroles, de l'auteur, et que vous les traduisez, en fait, la chanson raconte comment est-ce qu'on prend l'autoroute qui va nous mener dans une zone de danger. Et je me suis rendu compte un jour, bêtement, en l'entendant à la radio, que finalement, le titre de mon livre, ben, c'était un petit peu ça. C'est que moi, je prends des chemins plus ou moins sinueux selon les époques de ma vie, Mhm. qui à un moment m'emmènent dans des zones complexes, voilà, dangereuses même. Et du coup, bah, je me suis dit que c'était intéressant d'intituler mon livre Danger Zone en français ou Danger Zone avec, Alors avec l'accent. vous prenez des risques et en fait vous êtes résolument tourné vers l'action. Oui, On va le voir d'ailleurs, ça se sent en fait au fur et à mesure en fait des échanges qu'on a pu avoir en fait précédemment. Euh, Sur l'action, en fait, votre documentariste, en fait, le documentaire La rançon, en fait, de l'aîné, oui. il dit de vous, je ne passerai pas toutes mes vacances avec David, mais j'ai passé des moments inoubliables. Ça veut dire que vous êtes un poil roman, mais attachant, finalement. Je sais pas, il faudrait lui poser la question. En fait, Rémi Lenné est un documentariste de renommée qui a beaucoup travaillé sur des sujets compliqués. La transmission du sida en Afrique, les Khmers rouges au Cambodge, les procès des Khmers rouges. Et il se trouve il a, il a lu un jour un livre qui a été écrit par Dorothée Moisan qui s'appelle La rançon, le business des otages. Le livre date de 2013, si je ne dis pas de bêtises. Et Dorothée Moisan m'avait à l'époque interviewé parce que j'étais déjà dans cet écosystème des gens qui interviennent en situation de crise, particulièrement au profit des assurances risques spéciaux, qui sont des solutions assurantielles qui assurent entre autres les kidnappings avec demande de rançon. Mais pas que ça. Mhm. Et Dorothée Moisan m'ayant interviewé, elle m'a fait la grâce d'avoir quelques lignes avec mon nom dans son livre. Et une maison de production avec Rémi Lenné ont acheté les droits du livre de Dorothée Moisan et ont décidé de se lancer dans une aventure folle qui était de faire un documentaire sur les négociateurs qui interviennent au profit des solutions assurantielles sur les histoires de kidnapping. C'est comme ça qu'un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Rémi Lenné, que je raconte dans mon livre, qui me demande de le rencontrer et qui vient m'expliquer à Lyon qu'il a un projet pour faire un documentaire qui n'est donc Mhm. ni un reportage ni un film, mais qui est bien une immersion dans un métier avec une vision filmographique et pas faire un reportage. Parce que les reportages, c'est un peu compliqué. Le journaliste fait un petit peu ce qu'il veut et montre ce qu'il a envie de montrer.
Mmh. Et du coup, j'ai dit à Rémi: «Mais, vous n'arriverez jamais à avoir quelqu'un dans mon écosystème qui va accepter de vous parler». Et puis de fil en aiguille, il insiste et un jour, j'en parle aux gens avec qui je travaille. Vous l'avez vu peut-être dans mon livre, qui sont des anciens négociateurs du FBI et je leur Oui. en touche un mot et ils en parlent à l'assurance pour qui nous intervenons, qui, contre toute attente, fait un retour positif en disant: «Nous, on veut bien échanger avec ce documentariste et voir comment on peut contribuer à expliquer quel est notre métier et qui on fait travailler». Et c'est comme ça que Rémi et moi avons collaboré sur ce documentaire qui est sorti de mémoire en septembre 2017 sur Arte et qui a ensuite été reprojeté un an après, en juillet 2018, sur Public Sénat. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Rémi, qu'on a appris à se connaître et que je lui ai ouvert mon réseau et que de fil en aiguille, il a pu rencontrer l'intégralité ou presque des gens avec qui j'interviens sur ces sujets complexes et chrysogènes qui sont les négociations suite à des enlèvements avec parfois des demandes de rançon. Alors on comprend votre actualité, trépidante en fait, mais on va revenir, si vous le voulez bien, en fait, à la genèse en fait. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez retracer en fait votre background familial, votre cursus universitaire et puis, votre parcours qui vous a mené justement à cette négociation, chrysogène de gestion de crise finalement? Ah, ça, c'est tout le contenu du livre, donc il va falloir que je résume en quelques minutes, 300 et quelques pages. Bon, Alors, on n'aura peut-être pas, non, l'occasion de tout évoquer, non, mais non, du moins, en fait, quelques repères, non, spatio-temporels, en fait, quelques sont de mise. je vais vous donner quelques repères spatio-temporels. Le premier, l'acte fondateur pour moi, c'est ma préparation militaire parachutiste en 1988. À l'époque, j'avais 17 ans et demi, j'étais déjà très intéressé par la chose militaire, par le don de soi, par l'abnégation, par le sens de l'engagement, par la notion de servir, servir son pays, mais servir son pays, c'est aussi un peu servir les autres. Et ça, c'est un petit peu les valeurs qui m'animent. Donc très vite, j'ai eu envie de m'impliquer au profit de la défense de mon pays et j'ai commencé par faire la préparation militaire parachutiste, qui a été un moment assez savoureux. Par la suite, j'en ai fait plusieurs, puisque j'ai été ce qu'on appelait aide moniteur avec un petit grade de caporal. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire ma préparation militaire terre, puis ma préparation militaire supérieure, qui m'a conduit, étant plutôt poursuivi par les études que poursuivant un cursus universitaire, qui m'a conduit aux EOR en 1992. J'avais donc à l'époque 22 ans et demi et je devance Mmh. l'appel, étant pas brillant à la fac où j'étais à l'époque en fac d'histoire à Lyon 3, je devance l'appel et je pars aux EOR à Coët-Quidan et À je fais l'époque à l'époque, je vous interromps, en fait, quelques instants pour une anecdote. En fait, à l'époque, en fait, qu'est-ce qui vous a plu dans le militaire, en fait, dans le côté, aventurier, en fait, mais partir faire vos classes? ah beh, c'est parce qu'en fait je m'ennuyais. Je Ouais, m'ennuyais à la fac, je ne trouvais pas le sens. J'avais que des gens d'accord. qui étaient là à jouer au baby-foot et à faire de la politique et en fait moi, j'ai considéré étant plutôt un homme d'action que plutôt que de jouer au baby-foot ou de faire de la Ouais. politique, d'un côté ou de l'autre, il était plus efficace et plus, efficient, d'aller faire, mon devoir. À l'époque, je vous rappelle que c'était obligatoire le service militaire, et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai dit: «Allez, c'est bon, ça suffit, j'ai assez bamboché sur les bancs de la fac, je pars, aux EOR». Oui, oui, c'est une forme de maturité, en fait, intellectuelle, en fait, donc après les OR, qu'est-ce que vous faites alors, du coup, Alors après, c'est ce que je raconte dans mon livre, c'est ce que vous avez appelé mon parcours sinueux, c'est que les Ouais, EOR me mènent à choisir les troupes de marine. Les troupes de marine, je me retrouve dans un régiment, successivement en Picardie, puis ensuite à Fréjus. Et n'ayant pas un cursus universitaire suffisamment élevé à l'époque, quand j'ai demandé à m'engager avec un contrat d'officier pour servir en situation d'activité, en fait, on m'a gentiment retoqué en me disant qu'avec un bac plus 3 premières années de choses différentes, c'était pas suffisant à l'époque. L'entonnoir était bouché et ils recrutaient à bac plus 4, bac plus 5. Donc je me suis retrouvé le bec dans l'eau. J'ai oui. vainement tenté de rengager sous-officier. J'attends toujours une réponse du ministère des Affaires étrangères. Et c'est là que bah, j'ai pris la situation à bras le corps et que j'ai décidé de tenter un retour à l'université qui n'a pas été brillant. Et que très vite, je me suis retrouvé en 1995 à partir monter des écoles au Cambodge, pays où j'avais été avant mon service militaire, dans des conditions que je raconte dans le livre, puisque j'ai travaillé sur la restauration du pavillon Napoléon III, Mmh. en peine, fin 91, enfin été 91. Et après mon service militaire, ayant le bec dans l'eau, en 94, je suis reparti là-bas. J'ai retrouvé le capitaine de notre escorte dans des conditions assez
assez épique. Et puis en 95, de nouveau, m'ennuyant un peu à la fac, je me suis dit que j'allais aller faire des écoles au Cambodge. Et puis de fil en aiguille, j'ai travaillé sur un certain nombre de sujets pas très intéressants. Et puis un jour, je suis tombé presque par hasard sur une émission où j'ai D'accord. entendu parler de l'école de guerre économique. J'ai Donc vous, candidaté. c'est par là, c'est par cette émission en fait que vous entrez en relation avec le GE. Absolument. Une émission s'appelait, c'était Delarue qui la faisait, et c'était une émission débat à l'issue d'un film qui s'appelait Les loups entre eux à l'époque. Et à l'issue de ce film, il y avait Christian Arbulot qui expliquait qu'est-ce que c'était que son école de guerre économique et l'intelligence économique. Et je me On est suis en dit, quelle année là? 99, et je me suis dit, mais 99. voilà, c'est ça que je veux faire. Voilà, 99, je fais mon cursus à l'EGE, je sors diplômé, je travaille sur un mémoire avec l'amiral Lacoste, qui était l'ancien patron de la DGSE à l'époque du Rainbow Warrior. Je Mhm. m'immerge dans ce qu'on appelle la guerre de l'information dans son concept anglo-saxon. Donc, je travaille beaucoup avec lui sur les notions d'opération psychologique, de guerre de l'information, de guerre économique. Et de fil en aiguille, un jour, j'envoie mon CV au commandement des opérations spéciales qui venait de faire la promotion en 99, tout début 2000, qui venait de faire la promotion de son antenne opération psychologique et il cherchait des réservistes. Et Et là, c'est c'est assez hallucinant en fait parce que je vais raconter l'anecdote en fait qui me fait penser pour moi au film de Belmondo, Le Magnifique, où l'agent secret en fait répond aux ordres du général par les lignes de dialogue yes, no, ok. C'est un petit peu ce qui vous est arrivé en fait. On vous a dit vous partez, vous avez dit oui, et banco en fait vous vous êtes retrouvé dans cette aventure. En fait, on m'a dit: est-ce que vous êtes disponible?» J'ai dit: «Oui». On m'a dit: «Est-ce que vous êtes volontaire?» J'ai dit: «Oui». «Est-ce que vous voulez partir en OPEC?» J'ai dit: «Oui». On m'a dit: «Bah, vous partez dans 2 semaines». J'ai dit: «OK». Voilà. Et ça, c'est impressionnant. Il faut avoir une sorte de fulgurance, en fait, en termes psychologiques pour pouvoir partir comme ça du jour au lendemain ailleurs, en fait, quitter sa zone de confort. Ça demande des prédispositions quand même psychologiques, non? Ah bah, je sais pas, mais c'est ce que je suis moi en tous les cas. Donc moi, Hmm. effectivement, dans ces cas-là, j'ai un gros défaut, c'est que quand quelqu'un demande un volontaire, je réfléchis pas, je fais un pas en avant. Ça peut être Direct. un peu idiot parfois d'ailleurs. Ouais, ouais. Ensuite, en fait, qu'est-ce que vous faites après votre incursion au COS? Vous partez donc en Alors, Bosnie? je pars en Bosnie pendant 4 mois où là, je vais travailler, avec une équipe de commandos marines dont la mission était réellement de faire du renseignement pour, essayer d'avoir des informations sur les criminels de guerre qui étaient recherchés. C'est Et votre première mission finalement et extérieure. oui, c'est ma première mission extérieure comme D'accord. réserviste, officier de réserve. Et D'accord. ensuite, juste avant de partir, j'avais été, récupéré par la direction du renseignement militaire. Donc je savais qu'en rentrant de mon opération extérieure en Bosnie, j'embrayais à la sous-direction recherche, à la, à la à la sous-direction, oui, recherche renseignement humain, à la DRM. Et en rentrant de Bosnie, je me suis donc, quelques semaines après, présenté à la DRM. Et là, c'est ce que j'écris dans mon livre, j'ai déchanté, puisque moi qui suis, un aventurier dans le sens, Mhm. moins d'action, tout d'un coup, je me suis retrouvé dans des bureaux où on me disait Bureaucrate. de prendre mon temps, de ne pas m'affoler, que j'avais un contrat de 5 ans et que ça allait bien se passer. Et quand un colonel me dit: «Ça va bien se passer», je suis très inquiet. D'accord. Voilà. Et du coup, vous démissionnez alors. Ouais, du coup, j'ai démissionné au bout de 7 mois. C'était la fin de la période probatoire et il me restait pas beaucoup de jours avant de me retrouver coincé à faire mon contrat de 5 Ils ans. ont essayé de vous garder ou ils vous ont dit bon bah allez-y. Ouais, alors ils ont essayé de me dire que c'était un peu tard, qu'il aurait fallu que je le dise avant, mais ça faisait déjà 15 jours que j'expliquais que je voudrais bien avoir un rendez-vous avec le chef de corps, qui n'était évidemment pas là et que comme personne ne s'occupait de mon cas, d'ailleurs, je n'étais pas le seul, on était deux. Il y a un moment, on a dit: «Écoutez, si c'est comme ça et qu'on ne vous intéresse pas, j'ai 30 ans, j'ai passé l'âge, de me faire rouler dans la farine, donc écoutez, on ne s'est pas compris, au revoir». Et du coup, je suis reparti, dans le civil où nous avions monté avec les gens de l'école de guerre économique une société qui s'appelait à l'époque C4IFR, qui existe Oui, toujours, qui s'appelle oui. aujourd'hui Spin Partner, qui fait de l'influence et de l'agence économique. Nous étions tous associés avec Christian Arbulot. Donc j'ai rejoint cette société et immédiatement j'ai renvoyé un courrier au COS qui m'a récupéré comme réserviste et j'ai fait 10 ans de réserve au COS. Alors attention, réserviste, on ne fait pas du H24. Hein. Moi, mis bout à bout, je devais faire entre 8 et 40 jours par an en fonction des stages, entre Montlouis, Collioure en stage commando, à Lorient avec les commandos marines, mon brevet parachutiste. Et puis, j'ai pu en 2004 repartir en mission en Haïti, toujours avec les opérations spéciales, avec une équipe de commandos marines où nous avons fait ce qu'on appelle l'ouverture de porte. Et c'est ce que je raconte dans un chapitre de Hmm. mon livre, puisque là, il nous est arrivé plein de choses intéressantes.
entre les légionnaires, les commandos marines, les sœurs de la charité, les orphelins et voilà, donc je raconte tout ça. C'est au moment, en fait, où vous débutez dans l'intelligence économique, en fait, avec, Christian Arbulot, en fait, vous rencontrez aussi Nicolas Moinet? Oui, Qu'on bien a sûr, reçu. Nicolas Moinet, je l'ai rencontré, vous alors, vous l'aviez bien noté. Nicolas Moinet, je l'ai rencontré pendant le GE, puisque, à la fin du cursus, avec quelques camarades, ça nous a pris un jour de faire un site internet que j'ai créé, que j'ai lancé avec eux, qui s'appelait infoguerre.com et pendant quelques années, nous avons essayé d'avoir une activité, comme vous, un peu clandestine, qui Mmh. remettait en cause un certain nombre de dogmes et qui expliquait un petit peu quelles étaient les stratégies d'influence, les intérêts de puissance entre États, la guerre économique et bien évidemment, très vite, Christian Arbulot nous a mis en relation avec Nicolas Moinet, qui était déjà à l'université de Poitiers et avec qui Arbulot avait travaillé et collaboré à l'époque Oui. d'Intelco. Oui, Nicolas Moinet, on se connaît depuis un bon petit moment et effectivement, ça a été une aventure assez rigolote, ce infoguerre.com. Entendu. Et donc après, au fur et à mesure, en fait, quand vous avez démissionné, en fait, retour à l'EGE, en fait, avec le CF4R, hem, vous décidez progressivement de créer votre, société, en fait? Absolument. Alors, vous l'avez bien compris, hein, entre la tête que j'ai, le franc-parler que j'ai Ouais. et mon sens de l'engagement. Moi, je suis un homme d'action, je suis un entrepreneur, j'ai un fort sens de l'engagement, j'aime relever des défis, j'aime être impliqué sur le terrain dans des situations compliquées et j'aime travailler en collaboratif. Et très vite, ce qu'on faisait chez C4IFR, qui voulait dire en fait commandement, contrôle, communication, qui sont les 4 C D'accord. de la doctrine américaine de guerre d'information. Moi, je voulais plus de terrain, je voulais plus. Alors, quand je dis action, il ne faut pas que les gens se trompent, hein, je ne suis pas un aventurier qui va faire n'importe quoi. Oui, Mmh. j'aime l'inconnu, c'est d'ailleurs mon champ de section à Coëtquidan, hein, la route vers l'inconnu est toujours bienvenue. Et Mmh. oui, c'est quelque chose qui résonne en moi. Donc il y a un moment, j'ai dit, écoutez, moi, Paris, en plus, j'avais d'autres projets et j'ai décidé de prendre la tangente, une autre direction et d'aller créer une structure qui serait plutôt orientée renseignement et investigation. Et j'ai commencé à écrire quelques articles au profit des éditions Lavozelle et Autrement sur le renseignement américain, le renseignement russe, le renseignement allemand. Et il s'est trouvé qu'un jour, le patron des opérations spéciales, qui était le général Poncet, m'a mis en relation avec deux de ses anciens subordonnés, avec qui nous avons décidé en 2003 de créer Secopex, qui fut la première société française à revendiquer l'appellation de société militaire privée. Comme je l'explique dans mon livre, ça n'a pas marché. Ça a été un échec cuisant. Et 3 ans après, en 2006, Oui. j'ai repris ma liberté et j'ai créé ce qui a été pendant 20 ans CorpGuard. Ah ouais, d'accord, exactement. Et quelle en est l'activité, en fait, de Corpgarde, alors? Alors, CorpGuard est une société qui fait ce qu'on appelle de la sécurité économique. Donc, je ne fais pas de gardiennage et je fais des activités qui sont vraiment dans le tropisme anglo-saxon de corporate security. Donc, je Mmh. travaille sur toutes les problématiques liées à la criminalité économique et aux luttes d'influence économique. Ça Donc va c'est vaste. Ah bah très, ça va du conflit entre associés, ça va de la recherche d'informations pour prendre une décision stratégique, ça va de l'intelligence économique en passant par l'influence, la cybersécurité, la recherche de renseignements qu'on peut ensuite décliner en preuve si on a besoin. Donc il y a une partie d'activité qui s'appelle détective privé, hein, mais je ne travaille bien évidemment que pour les entreprises. Et en fait, les problématiques globales sur lesquelles je travaille depuis 20 ans, c'est vol, fraude, trafic, contrefaçon, détournement de clientèle, conflits entre associés, Ouais. déstabilisation d'entreprises, conflits sociaux, gestion de crises diverses et variées, jusqu'à la sécurité des entreprises et la sécurité de la mobilité internationale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sécurise les collaborateurs des entreprises qui vont dans des pays parfois complexes, sachant que la crise, elle peut aussi intervenir parfois en zone non complexe. Il n'y a Alors j'ai pas une que les question, pays exotiques où il peut se passer des choses. qui me vient à l'esprit là. Votre, emploi du temps, en fait, sur une journée type, ça ressemble à quoi? Ah bah ça dépend, c'est jamais la même chose, c'est C'est pour ça que jamais la ça. même chose. Non, non, et alors, je préviens vos interlocuteurs et nos auditeurs, la Mmh. gestion de crise, bien évidemment, je sais la faire et j'en ai fait un certain nombre, dont celle que je raconte dans le livre, mais ça n'est pas mon quotidien. Le quotidien sont plutôt des prestations de renseignement économique, d'intelligence économique, d'ingénierie sûreté, de veille, d'accompagnement des entreprises dans leurs réflexions sécuritaires, jusqu'à l'audit bâtimentaire, et puis du conseil. Globalement, c'est ça.
Et de temps en temps, il y a effectivement quelque chose qui est un peu plus, je ne veux pas dire excitant, mais qui est un peu plus complexe, sur lequel il faut intervenir avec mes équipes de collaborateurs qui vont avec moi sur des situations jusqu'au kidnapping ou à l'intervention post-attentat, comme ça a été le cas en mars 2016 en Belgique à Zaventem. Dans votre livre, en fait, vous parlez de votre expérience en matière de négociation de crise, justement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, en fait, de négociation de crise que vous avez mené, Alors sans là, en déflorer non, mais vous me le prenez un petit secret? peu court des négociations de crise, des situations de crise complexes. J'en ai eu Par entre la exemple, je me dis, en fait, vous êtes une des références, en fait, en France, en fait, de négociation de crise sur les otages, par exemple. Est-ce que on vous a sollicité, notamment, en fait, sur les otages en français en Israël, par exemple? Absolument pas. D'abord, je vous remercie de penser que je suis une référence. Je ne sais pas si je suis une référence. Oui, j'ai fait des choses. Maintenant, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose, un certain nombre de choses, que je suis forcément Ouais. connu dans les strates et les sphères parisiennes. Non, en fait, nous, on intervient. C'est là où il y a toute une explication de texte à faire. C'est que nous, on intervient pour des entités, des organismes qui ont souscrit des solutions assurantielles. Et du coup, lorsque vous avez un sinistre, comme lorsque vous êtes sur l'autoroute et que vous crevez, mais en fait, vous appelez pas votre assurance. Enfin, vous appelez l'assurance qui vous envoie sur le garagiste. Et en fait, moi, je suis le garagiste. Donc, les entreprises ou les organismes, journaux, médias, ONG, lorsqu'elles ont un problème de crise couvert par la police d'assurance, en fait, elles préviennent l'assurance qui leur dit appelez la ligne d'urgence. La ligne d'urgence, c'est les gens qui me font travailler, avec qui je travaille depuis bientôt 15 ans, qui sont les anciens négociateurs et surtout l'ancien responsable de la cellule de négociation du FBI, qui s'appelle Chuck, qu'on voit dans le documentaire La Rançon et dont je parle dans mon livre. Et en fait, c'est leur société qui travaille pour une des assurances qui assure ce type de risque, de crise. Et dans ces cas-là, lorsque c'est une crise qui implique un Français, une entreprise française qui est en zone francophone, où la France est impliquée d'une manière ou d'une autre, soit par l'entreprise, soit par la famille, soit par les collaborateurs, je suis sollicité. Et c'est dans ce cadre que j'interviens. Vous citiez, en fait, les experts du FBI. Quelle est la différence fondamentale, en fait, entre leur expertise, leur vision des choses et la nôtre, par exemple, en termes de... Alors là, il faudrait un livre C'est entier pour dur. expliquer ça. D'abord, est-ce qu'il y en a une? Je ne sais pas. En fait, il faut avoir à l'esprit que ce sont un petit peu une équipe du FBI qui a été impliquée dans les années 70 euh, sur les histoires de, de- de tueurs en série. Et il y a un ou deux individus. Il y a d'ailleurs une série Netflix, je crois, qui s'appelle Mindhunter, qui est Oui. très bien faite, où on voit un binôme du FBI qui commence à s'interroger sur ce qu'ils appellent le pattern, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un schéma des criminels en série, des tueurs en série violents, et ils vont tous les interviewer, ils vont faire un travail de psychologie pour essayer de déterminer quels sont les schémas qui font qu'on a affaire à un tueur en série, et ils vont comme ça relever des cas, des cold cases, hein, des cas qui n'avaient jamais été résolus, en se disant, en fait, ce sont des tueurs en série, et de fil en aiguille, ils ont développé une approche opérationnelle qui est novatrice, jusqu'à ensuite se dire, ben, finalement, sur les situations d'otages, avant de faire venir le SWAT, c'est-à-dire le GIGN local, Hmm. peut-être qu'on peut quand même parfois essayer d'ouvrir un canal de communication, et peut-être que la négociation peut permettre d'éviter d'avoir des morts tout de suite. Voilà. Au bout d'un moment, la négociation, elle ne marche pas toujours, hein. Mais en situation de prise d'otage, lorsque vous avez des forces régaliennes d'un État, d'un pays qui intervient, il est toujours de la prérogative de l'État ou des forces de sécurité Hmm. d'avoir un ordre qui vient d'en haut et qui dit maintenant ça suffit, on n'a pas le choix. Lorsque vous êtes dans le privé et que vous avez une situation d'otage avec une entreprise au Mexique, en Bolivie, au Cambodge, au Tchad, en République du Congo, en Irak, c'est pas pareil. Il n'y a pas de régalien là, on est dans du business, ou avec les pirates somaliens, ou en Afghanistan. C'est une logique quand même de business, sauf quand les gens sont en combinaison orange et que là, c'est politique. Et que tout ce que veulent les méchants, c'est de leur couper la tête devant une caméra. Là, c'est plus Hmm. du tout la même histoire. Et vous avez travaillé sur des cas d'évacuation d'urgence, de disparition, de kidnapping, en fait. Et comment est-ce que vous gérez la pression dans ces situations extrêmes? La pression, est-ce que c'est une donnée, en fait, ou vous êtes tellement dans l'action, en fait, que vous y pensez pas? Je ne sais pas, je ne suis pas en capacité de me faire une Ouais. évaluation psychologique. Ce n'est pas votre psychanalyse que je Ouais, une fais. psychanalyse, mais c'est vrai que moi, dans l'action, finalement, moi qui suis plutôt considéré par les gens qui me fréquentent et qui me voient comme quelqu'un de peut-être trop dynamique, trop péchu, trop stressé, en fait, lorsqu'il y a une situation de crise, ben moi, tout ralentit.
mon cerveau, mon rythme cardiaque, mon débit de parole, mon flow. Et en fait, la situation de crise m'amène une forme de clairvoyance qui me fait voir assez rapidement ce que je peux mettre en œuvre pour essayer de trouver une solution de sortie de crise ou en tous les cas la meilleure solution pour apporter un soutien à la personne ou aux personnes ou à l'entité qui subit une crise violente, que ce soit un décès à l'international, que ce soit une détention, que ce soit un enlèvement, ou même parfois d'ailleurs un conflit social avec un problème, une problématique de séquestration d'un dirigeant. Alors, on va revenir à votre ouvrage, à votre livre. En fait, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre à ce moment précis de votre carrière en 2022? En fait, y a-t-il eu un événement en fait qui a fait tilt? Tiens, je vais écrire un bouquin parce que c'est le bon âge. Comment ça s'est passé? Alors, depuis 2014, j'avais déjà envie d'écrire des choses, parce que je trouve quand même que lorsque je me regarde dans la glace, je me dis, j'ai quand même une vie où je me suis fait plaisir, je me suis éclaté. Et il y a tellement de jeunes qui m'interrogent lorsque je donne des cours à la fac ou dans des écoles de commerce pour savoir quel a été mon cursus pour arriver à faire ce que je fais aujourd'hui. Et comme je n'ai pas de cursus et que je leur dis, en fait, c'est en marchant que le chemin se fait, il n'y a pas de C'est le chemin. fruit. Il y a beaucoup de hasard, mais le hasard fait bien les choses. En fait. Et non, mais en fait, il n'y a pas de hasard. Ouais, Du coup, je me suis dit, bon, il faut qu'un jour, j'explique quand même par quel chemin épineux je suis passé, ouais. qui m'ont conduit à faire ce que je fais, à avoir les rencontres que j'ai eues, qui m'ont mené là où je suis. Et puis, depuis 2011, à l'occasion d'échanges et de soirées entre amis, quand je racontais un petit peu d'où je venais, ce que j'avais fait, très vite, un certain nombre de camarades m'ont dit, mais il faut que tu écrives. Alors, vous savez, moi, j'ai un vrai complexe de l'imposteur. Je leur ai dit, mais ça intéresse personne, mes histoires, ce que j'appelle mes Mm. élucubrations. Mhm. Et j'ai des copains qui m'ont dit, mais non, mais enfin, t'es si, quand même, tu plaisantes. Voilà. Et puis, il se trouve qu'après le documentaire La Rançon, j'ai été impliqué sur des situations hautement chrysogènes, risquées et dangereuses en République démocratique du Congo, jusqu'à me retrouver dans un camp qui a été attaqué en pleine nuit. Voilà. Donc, il y a un moment où je me suis dit, tiens, c'est vrai quand même, j'ai fait des choses. J'ai ramené des otages. Dans ces On en a cas-là, on pense à quoi alors du coup, en fait, parlé. quand on se fait attaquer en fait comme ça, dans des circonstances en fait dures, on réalise en fait le danger ou on est Ah oui, dedans c'est et mon on est... métier. Ah oui, c'est mon métier, c'est de réaliser le danger pour justement Ouais, pas me mettre en danger. c'est ça. Donc, ah oui, on réalise très bien ce qui se passe et encore une fois, le rythme cardiaque se ralentit, l'adrénaline monte, le cerveau voit ce qui se passe et en fait, on se met en sécurité et on se dit: «Quelles sont mes options?» Donc je raconte dans le livre, hein, j'étais avec un camarade sud-africain qui était négociateur avec moi, nous étions Mhm. 2, hein, puisqu'on ne part jamais tout seul et très vite, on s'est mis, à l'abri comme on a pu dans un couloir. On a pensé aux ricochets, aux balles perdues. On s'est dit, bon, est-ce qu'on peut partir? Ça pétaradait tellement de tous les côtés que c'était pas possible. On avait fait un petit sac de sécurité au cas où ça arriverait, parce que on se doutait que ça risquait d'arriver quand même. Donc on avait de quoi boire, de quoi manger, de quoi tenir en se planquant dans la jungle quelques jours avec un passeport, un poncho. Et puis en fait, c'était tellement apocalypse now que finalement, c'était totalement impensable d'envisager sortir, ça aurait été prendre une balle perdue. Donc du coup, bah, en fait, on a attendu en se disant, bon, bah, si les méchants rentrent dans le camp et qu'ils viennent nous chercher, bon, écoutez, Mhm. on gérera. On savait qu'on n'était Mhm. pas tout seul de toute manière. On avait la chance d'avoir une connexion satellite sur le camp, donc on était en liaison WhatsApp tout de suite avec notre chaîne de commandement, notamment Chuck aux États-Unis. Et on s'est dit, bon, bah, s'il faut se préparer à partir, autant se mettre dans la tête que ça risque d'arriver plutôt que d'être surpris si ça nous arrive. Mhm. Voilà. Il nous reste deux points à aborder avant de terminer notre entretien. Le Oui, premier concerne en fait la CIA. Vous savez, elle écrit un ouvrage prospectif en fait en 2000, à ouais. 2040, à hauteur de 2040 en fait sur les environnements sécuritaires. On n'a pas ça en France, en fait, mais si vous deviez vous livrer à l'exercice, vous, David Arnus, en fait, de prendre la place en fait de la CIA et d'imaginer le monde sécuritaire tel que il pourrait être, quel serait-il? Non, j'ai pas la capacité à faire ça. En fait, vous avez Ouais, raison, et je l'ai écrit il y a pas longtemps. C'est vrai que la CIA a une capacité d'analyse ultra puissante, hein. Ils ouais. utilisent beaucoup de jeunes universitaires qui ont le cerveau bien fait. Et nous, en France, parfois, je m'interroge, et je l'ai écrit dans un blog il y a pas longtemps, pourquoi est-ce que nous, la France, on n'est pas capable d'avoir la prospective de la DGSE à 10, 15, 20 ou 30 ans? Ben, je ne sais C'est pas. vrai.
c'est parce que c'est pas notre culture, Super. et parce que nous n'occupons pas le terrain de la connaissance, comme dit Christian Arbulot, mais je prendrai pas le risque de faire des projections sécuritaires. Ouais. Moi, je reste un opérationnel, je suis un praticien, je ne suis pas un Mhm. théoricien, Mhm. et on a quelques échéances qui vont nous arriver en France, les Jeux Olympiques. Il faut être préparé pour que ça se passe bien, parce qu'il y va du renom de la France, et faire en sorte qu'on n'ait pas de problème. Mais après, vous avez des problématiques sécuritaires locales, hein. Je suis élu local, moi, dans ma commune, donc je vois bien ce que c'est que la problématique Mhm. de sécurité du quotidien. Vous avez la problématique de la criminalité organisée, de la drogue, du trafic d'êtres humains. Vous avez la criminalité transfrontalière, les mafias, et puis le trafic d'armes, et puis bien évidemment le fait religieux qui touche les entreprises, les organismes Ouais. et la société en général. Et vous mettez tout ça en perspective avec ce qui se passe au niveau international, que ce soit entre Taïwan et la Chine, entre la frontière du Mexique et des États-Unis, le Moyen-Orient, l'Afrique où nous sommes en train de nous faire mettre dehors, même mettre gentiment à la porte d'ailleurs, et l'Ukraine, ben, effectivement, on est dans une situation chrysogène. Chrysogène, je crois qu'il faut en avoir conscience. Alors, c'était la dernière question. L'autre point, en fait, concerne le mot de la fin. Vous pouvez nous dire ce que vous avez envie, en fait, de nous dire, en fait, sur ce mot. C'est à vous. Alors écoutez, je voudrais quand même préciser que mon livre, je ne gagne pas d'argent, je ne souhaite pas gagner d'argent avec, donc je redonne l'intégralité de mes droits d'auteur au profit des blessés, veuves et orphelins de guerre, et ceux qui liront mon livre comprendront pourquoi. J'aime bien terminer souvent en disant deux phrases pour les gens qui nous écoutent. Il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin, c'est-à-dire qu'il faut quand même toujours s'interroger, ça ne sert à rien d'aller prendre trop de risques, donc j'aime bien cette phrase, qui était la Mhm. phrase d'un de mes adjudants-chefs, et j'aime bien cette phrase du général Bijard qui dit: il est plus facile de renoncer que de vouloir. Mhm. Très bien, en fait, David Dornus, en fait, on va terminer, en fait, sur ces mots intéressants, sur ces belles paroles. Merci. Quant à moi, en fait, je rends l'antenne et je vous retrouve en fait dans un prochain volet en fait des univers de la sécurité. Je vous remercie en fait, David, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir.